Merci de nous rejoindre dans l'instant débat fait croiser sur une télévision Diaspora FM. Vous le savez, le chef de l'État était face aux honorables députés à cette occasion-là prononcer un discours sur l'état de la nation. Ce numéro de fait croisé va s'intéresser au volet économique de sa déclaration. Peggy Dovitagua, bonjour. Bonjour à vous. Tranquille Belotin, merci d'être avec nous aujourd'hui, le volet économique du discours du chef de l'État, parce que beaucoup d'annonces ont été faites, des grands travaux qui vont démarrer, mais également des réformes sur le plan économique. Nous en parlons ce matin avec Paulin Vissor, il est consultant. Bonjour. Bonjour Peggy. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors, vous avez suivi, comme tous les Béninois, vendredi dernier, le chef de l'État à l'hémicycle. C'était déjà par respect à la Constitution. Effectivement, c'est l'article 72 de la Constitution qui pose cette obligation à la charge du chef de l'État. Et donc, M. Patrice Talon y a répondu vendredi dernier. Et je crois que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et comment analysez-vous un peu la posture de l'homme, la façon dont il déroulait en tout cas son discours et qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que l'homme est resté, comme à son habitude, il est resté serein. Vous savez que depuis on dit quelques semaines, il y a des marches perlées, il y a des grèves, voilà, il y a des commentaires dénonçant à tort ou à raison un certain nombre de faits. Mais il y a de grosses affaires aussi et qui mettent en lumière ou qui mettent en cause de grands hommes, en tout cas de ce pays, exemplaires sur ce procès qui a lieu actuellement. Je veux parler de Laurent Metteur et d'autres. Absolument. Bon, en tout cas, pour moi, c'est un épiphénomène. Mais on en a fait effectivement un chou gras. Et donc, ça n'a pas ému M. Patrice Talon autrement. Il est resté serein, très méthodique, égal à lui-même. Donc, je pense que dans l'ensemble, c'est rassurant. C'est rassurant lorsque le chef donne l'exemple à travers la sérénité. Parce qu'on ne peut rien faire lorsque déjà, psychologiquement, vous êtes un peu dérangé ou on ne sent pas la stabilité des mots, la cohérence. Voilà. Donc tout ça, on a pu noter ça la dernière fois et moi, personnellement, j'ai été satisfait qu'il soit resté droit dans ses bottes du début jusqu'à la fin de ce discours. Vous disiez que tout s'est bien passé au Parlement à l'occasion de l'adresse du chef de l'État à l'endroit bien entendu du peuple béninois et pourtant il y a une partie de la représentation nationale qui n'était pas à l'hémicycle. Je parle notamment de la minorité parlementaire qui a boycotté cet événement solennel. Oui, ils ont boycotté, mais en réalité, depuis la maison, je suis convaincu qu'ils ont suivi ce discours de façon très, très, studieuse. Nous sommes en démocratie et on ne peut pas empêcher, n'est-ce pas, nos compatriotes d'exprimer, n'est-ce pas, leur point de vue. Et donc, tout ça participe de la vivacité de notre démocratie. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que le message et le contenu, n'est-ce pas, tout ça a pu être délivré avec un sérieux de l'homme républicain. Et à mon avis, c'est le plus important. Le reste, on ne peut pas demander à ce qu'il y ait l'unanimisme autour du chef de l'État. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Donc, il faut respecter le droit à la différence. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Je suis convaincu que même depuis leur chambre, ils ont suivi, cette minorité a pu suivre ce discours qui a été bien déroulé avec des mots forts, des annonces également fortes. Nous allons certainement y revenir tout à l'heure. C'est sûr que nous ne sommes pas en train de faire la lecture politique de ce discours. Nous allons y arriver. Nous allons y revenir plutôt dans d'autres numéros de Faits croisés. Mais on peut quand même s'interroger. L'année dernière, il n'y avait pas eu pareil acte. Tout le monde était là. En tout cas, toutes les tendances politiques au niveau de l'hémicycle s'étaient réunies. D'où est venue alors la cassure? Non, la cassure, forcément, est partie d'un certain nombre de la mise en place, la mise en forme d'un certain nombre de réformes, notamment la lutte contre la corruption. Et puis, un certain nombre de personnes qui ont construit artificiellement leur vie sur du faux. Et quand on a voulu les dénicher, et ça a soulevé un certain nombre de boucans. Et moi, je voudrais quand même, de plus en plus, je suis rassuré que M. Talon et son gouvernement œuvrent pour la justice. Je vais vous faire une petite anecdote, avant que, sinon je risque de l'oublier. J'ai un proche
qui vient de réussir brillamment au concours des inspecteurs des impôts. Ce monsieur, je connais bien sa famille, et vous savez très bien que dans un passé récent, pour réussir à un concours APE, il faut donner beaucoup d'argent. Vous allez ne me demander pas de preuves, parce que je n'en ai pas à vous fournir. Ça s'est passé. Vous savez très bien qu'il y a un ministre de la République qu'on a dû indexer ici, et il mettait les gens au défi de rapporter la preuve qu'il avait pris de l'argent. Mais ça assurait que de l'argent circulait. Mais ce monsieur a pu, jeudi dernier, c'était la grande fête, parce qu'il a pu réussir à ce concours. Voyez-vous? Donc, nous sommes l'heure arrivée où on veut voir les gens dans leur vraie valeur. Hein? Je n'ai pas fait les mathématiques, mais on veut savoir qui vaut quoi. C'est quoi la valeur? Si vous êtes bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous, M. Talon, vous avez inquiété outre mesure? Non, parce que, à ma connaissance, vous n'êtes pas dans le faux. Donc, la cassure est venue de ce que il y a que dans ce pays, les 20 dernières années, on a géré le pays avec beaucoup de complaisance. Donc, de l'argent circulait, les gens pouvaient s'en mettre plein la poche. Il y avait des faux médicaments qu'on a érigés en modèle. Donc, tout ça, lorsque quelqu'un vient et dit, je vais mettre thème à ça, et je veux savoir qui est dans le vrai, qui fait quoi, ça ne peut pas plaire. Donc, la cassure, forcément, trouve ses origines dans ces actes de courage. Et ça, il faut saluer, mais je pense que nous avons encore au moins 3 ans à faire avec lui, au moins 3 ans. Et moi, mon souhait, personnellement... Est-ce que vous n'allez pas trop vite en besogne? Non, c'est-à-dire que... Dans votre appréciation, est-ce que tout n'est pas trop beau? Non, c'est-à-dire, je n'ai jamais dit que tout est beau. Mais je dis, dans l'ensemble, on sent la détermination de taper dans des endroits sensibles. Qui pouvait imaginer l'affaire des faux médicaments, par exemple? Nous savions tout ça. Nous savions que quelqu'un était dans les faux médicaments depuis des années. Mais qui a eu ce courage-là? C'est pas le monsieur qui cède au chantage. On a vu, je vous ai donné il y a quelques mois sur ce même plateau, où la fibre optique du Bénin était en fait sur un plateau doré à une multinationale française. Mais quand il est venu, il a mis fin à ça. Cette multinationale française, fidèle à sa méthode commando, n'a pas investi. Elle a commencé par utiliser les installations, les équipements de la SBE. M. Talon vient dire, non, nous allons faire ça, mais l'État béninois fera ça lui-même. Même chose pour la TNT. Donc, lorsque vous lancez dans vous prenez des décisions aussi courageuses, vous ne pouvez pas plaire, vous ne pouvez pas être aimé de tous. Moi, je pense qu'il faut que nous puissions de plus en plus le suivre l'homme et le marquer à la culotte relativement aux engagements qu'il prend publiquement, plutôt que de se laisser distraire. Parce que pour moi, c'est de la distraction, franchement. Donc, je pense qu'il faut que la jeunesse, notamment, et là, je m'adresse à la jeunesse de mon pays, qui doit pouvoir faire disons, prendre son destin en main. Vous avez vu récemment, il y a un ancien chef d'État pour qui, moi, personnellement, j'avais beaucoup d'admiration, mais qui est sorti et qui a pu dire un certain nombre de choses que vous avez suivies. Hein? Mais je pense que ce monsieur n'aurait jamais fait ça si ses factures étaient toujours payées par la présidence. Si son enfant protégé était toujours à la mairie de Cotonou, je ne suis pas sûr qu'il ferait cette déclaration. Donc, ne tombez pas dans le piège des hommes politiques qui ne viennent s'exprimer que pour sauvegarder leurs intérêts. On vous sent dans la peau d'un politicien. Paulin Vissot, tout n'est pas rose. La minorité parlementaire dénonce une série d'éléments qui entravent la gouvernance du président de la République, des marchés gré à gré. On en parle tout le temps, mais c'est des faits qui se passent devant tout le monde, des décisions de la Cour constitutionnelle qui ne sont pas respectées. Et puis l'élément sacro-saint du partenariat public-privé également qui n'est pas respecté. C'est autant d'éléments qu'une partie de la population dénonce. Mais pour vous, tout est rose. C'est quand même je n'ai pas dit que tout est rose, mais je dis que nous avons en face quelqu'un qui est courageux et qui va sur des chantiers qui ont toujours été évités depuis au moins 20 ans. Ça, qu'on le veuille ou non, je n'ai jamais dit que tout est rose. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne puisse faire d'erreur. Et dans le cas d'espèce, je salue le courage, la détermination de l'homme à aborder des sujets compliqués. C'est en cela que je suis admiré, n'est-ce pas? J'admire, n'est-ce pas, le courage de l'homme. Maintenant, vous parlez d'un certain nombre de dossiers. Je ne sais pas précisément de quoi vous parlez. Parce qu'il y a le partenariat public-privé... Le non-respect, par exemple...
des décisions de la Cour constitutionnelle? Alors, je pense qu'il faut... Ça devient une constante. Je vais vous appeler... La dernière en date, c'est encore au niveau de l'Assemblée nationale qui, jusque-là, n'a pas cru devoir obtempérer. Pourtant, la Cour a donné le 21 décembre comme date butoir. Bon, d'abord, pour désigner ses membres. Je vais vous appeler... Le cas de l'ARCEP, les membres actuels ne sont pas... Je vais répondre... Ils ne sont pas dans la légalité. Je répondrai à chacun des points que vous soulevez. Oui. Même ma préoccupation. Est-ce que la Cour, vous êtes sûr que la Cour constitutionnelle est dans son rôle? Je voudrais appeler à votre... Pourquoi c'est seulement maintenant que vous... Je voudrais... Attention... Non, je voudrais... La Cour a toujours donné des décisions ici qui sont allées dans le sens favorable non, du pouvoir. Là, on ne s'est jamais posé cette question. Je vais vous répondre. Je suis très à l'aise. Je vous dis, je voudrais appeler à votre mémoire un commentaire fait par l'actuel président de la Cour constitutionnelle, le professeur Oulou. Et là, c'est le professeur, qui en 2009 déjà a remarqué que cette Cour sortait un peu de son couloir de marche. Oui, mais en 2009. C'était le technicien qui parle. C'était à l'époque. Non, vous savez... il n'était pas à la Cour. Il n'était pas membre de la Cour constitutionnelle. Sur la décision de la désignation du membre du COSLEPI. Vous savez très bien que avant que l'Assemblée nationale ne se prononce sur un sujet, il faut que préalablement ce sujet fasse partie des points prévus pour à l'ordre du jour. Pas toujours. En tout cas, pas toujours. Le principe est celui-là. Il y a eu des cas où le principe est celui-là. Il y a eu des cas où la décision de la Cour constitutionnelle s'est imposée à tout acte au sein de l'Assemblée nationale et ils s'en sont sortis que lorsqu'ils se sont conformés à cette décision. Oui, mais moi, si je suis président de l'Assemblée nationale, je peux décider de m'en tenir au principe. C'est ce que je vous dis. Avant qu'un sujet ne soit abordé, il faut que préalablement, cela soit prévu, cela fasse partie des points à l'ordre du jour. C'est assez facile. Hein? Est-ce que la désignation des membres du jour faisait partie des points de l'ordre Mais c'est eux même qui l'ont établi. Non, c'est antérieur. La Cour n'a pas tenu compte de ce que l'Assemblée nationale est également une institution autonome. Ce n'est pas un appendice, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle. Je pense que de plus en plus, il faut que nous puissions clarifier le rôle, à savoir que chacun doit pouvoir rester dans son couloir de marche. Je pense que ce commentaire fait par le professeur Oulou en 2009, qui déplorait déjà le fait que la Cour de plus en plus s'érige en gendarme et qui veuille donner des ordres à tout le monde, ce commentaire, il est encore d'actualité. Donc quand vous l'auriez, je sais que vous l'avez parcouru en son temps, mais en le revisitant, vous comprendrez qu'il y a effectivement, il me semble qu'il y a un petit zèle de la part de la Cour constitutionnelle. Où se situe le zèle? C'est cette volonté d'intimer l'ordre, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, qui quand même comprend, est constituée de gens que nous avons élus. N'est-ce pas? Ça, il faut le dire. Des gens que nous avons élus et qui doivent pouvoir exprimer une certaine liberté d'action. C'est quand même le minimum qu'on puisse demander. Dans tous les cas, nous sommes venus pour voir la dimension économique. Justement, intéressons-nous à la dimension économique. Et je suis prêt à vous répondre. Du message du chef de l'État, bien entendu, sur l'état de la nation. Il y a eu de grandes annonces. On a parlé de grands travaux, la construction des hôpitaux de zone, l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables et puis notamment le renouvellement de la fibre optique. Autant d'annonces que le chef de l'État fait sur le plan économique. Est-ce que c'est vraiment prometteur? Absolument, je crois que moi j'ai l'habitude d'être très optimiste et avec ce que je vois là, j'ai du raison de ne pas changer d'attitude. Effectivement, les grands travaux forcément vont relancer l'économie. Et lorsque vous entendez tout ce qui a été annoncé, c'est vrai, il faut avoir l'honnêteté. Il y en a parmi les projets annoncés qui datent de l'ancien gouvernement. Vous savez que je suis très honnête intellectuellement parlant. Donc, dans tous les cas, l'État est une continuité. Hein, et c'est bien que le gouvernement... Laissez les autres vous juger. Si vous êtes honnête... Non, je sais que vous allez en venir. Tout à l'heure, vous me reprochez... tout à l'heure, vous m'avez reproché de vouloir... De faire votre propre éloge, pour les Non, j'ai dit que dans le lot des sujets, des projets annoncés, tout n'est pas l'initiative du gouvernement Talon. Et ça... L'État est une continuité. Bien sûr, non, si je ne le dis pas, je savais que vous alliez en venir, c'est pourquoi j'ai anticipé. Voilà. Donc, effectivement, dans tous les cas, l'État était une continuité. Il a repris l'ensemble de ces projets. Et je crois que ça va être fait avec beaucoup de cohérence et de sérieux. Effectivement, tout le monde déplore la morosité économique. Il n'y a pas, l'argent ne circule pas. Encore que là, on peut en discuter. Donc,
je suis convaincu que, par exemple, les grands travaux qui seront lancés, ça permettra aux PME et aux PMI notamment de pouvoir relancer leur économie. Et donc, il faut espérer que, surtout au plan local, parce que nous avons besoin d'une bourgeoisie économique locale. Il faut que les entreprises se positionnent au plan local. Parce que la tendance, c'est que pendant longtemps, nous avons été habitués aux pratiques correctives qui font que les gens honnêtes, parfois, décident de ne pas postuler. Par exemple, au dehors, parce qu'ils se disent c'est déjà pipé d'avance. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de ce proche qui a pu réussir à un concours sans avoir été obligé de payer de l'argent, sans qu'il soit originaire du bon coin du pays. Donc, il faut que les entreprises se mobilisent pour être à l'affût, n'est-ce pas, de l'information, des appels d'offres qui sont lancés, parce que tout ça, on ne va pas, vous m'avez reproché tout à l'heure, parler tout à l'heure de ce qu'il y a des gré à gré. Encore que le code, le gré à gré, c'est légal, c'est prévu par le code. Je ne vois pas en quoi le gré à gré est illégal. Donc il faut effectivement que les entreprises béninoises... Pas le gré à gré de Togo. Sinon... C'est pas le gré à gré tout de go, pardon. Le gré à gré est admis jusqu'à un niveau donné. Mais on a comme l'impression que... Vous avez des exemples sous la main où le gré à gré a été fait hors norme, vous avez... Moi, je sais qu'à partir de 10 millions, ou je crois, marché public... supérieur égal ou égal, bon, ça a été modifié en temps. D'accord. Prenons jusqu'à 50 millions, pardon. On devrait faire appel à des appels d'offres. Mais vous avez aujourd'hui des marchés de milliards qui se passent. Lequel précisément? On va pas polémiquer là-dessus, mais ce qui m'intéresse, c'est-à-dire quand le chef d'État parle de la construction d'une série d'hôpitaux, voilà, de zones, mais est-ce qu'il suffit simplement de construire des hôpitaux? Parce qu'actuellement, au niveau de l'existant, il y a un sérieux problème. D'abord, est-ce que vous savez que dans tout ce Bénin-là, les anesthésistes, on n'en dénombre pas 400, alors qu'il en faut plus pour couvrir tout le territoire national. Alors, je vous parle, les prises en charge sont systématiquement rejetées au niveau des hôpitaux. Mais récemment, moi j'ai un parent qui a même rendu l'âme. Après les analyses, je crois que toutes les analyses faisaient environ 500 000 francs CFA, et puis ils ont brandi la prise en charge, mais ça a été purement et simplement rejeté. Autant de problèmes qui sont en instance qu'il faut régler en attendant de poursuivre les autres travaux. Mais ça, c'est là, on n'en parle pas. Oui, la dernière fois, il a parlé de réformes au niveau sanitaire. La réponse qu'il a eue en face, c'est quoi? Et c'est la réforme qui passe par le rejet. C'est la réforme qui passe par le rejet des prises en charge. J'allais en venir. Vous parlez de... Je ne connais pas spécifiquement ce cas. Mais je vous le confirme. Oui, si vous avez des parents... Je fais foi à votre déclaration, mais je dis, en termes de prise en charge, il y en avait qui étaient frauduleuses. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas idée du degré de corruptibilité auquel nous avons malheureusement, nous sommes parvenus malheureusement dans ce pays. Il faut le reconnaître. Donc, on ne peut pas, à l'État, vous ne savez pas. Vous savez que le milieu médical béninois, je le connais un peu pour l'avoir pratiqué, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas idée des pratiques correctives qui ont cours dans ce milieu-là. Et donc, lorsque le monsieur dit, désormais, je voudrais confier, n'est-ce pas, la gestion de cette maison, je veux parler de notre sélection nationale à une entreprise privée qui sera... disons, à qui des objectifs seront fixés. Il a parlé d'affermage et tout ça. Mais la réponse a été quoi? On n'a même pas eu le temps, pris le temps de discuter du fond de ce qu'il en est. On ne peut pas, en l'état, ça va être compliqué. Le dispositif qui est en place est essentiellement ou pratiquement frauduleux. Et donc, de ce dispositif, on ne peut pas permettre de répondre, de permettre à chacun, à ceux-là qui ont droit, naturellement et techniquement au service, ils ne pourront pas avoir droit. C'est les gens qui, parce qu'ils ont des relations à l'intérieur, qui s'organisent. Il y a des parents où des prises en charge où c'est pas un parent. La prise en charge doit provenir d'un parent forcément. Mais il y a des cas où on utilise des prises en charge pour des gens qui n'ont aucun lien familial. Mais tout ça, non. C'est la pauvreté. Il faut identifier. Oui, mais attendez, c'est la pauvreté. Il faut identifier c'est l'inexistence de moyens. Il faut identifier les personnes indélicates et les punir. Vous n'allez pas mettre tous vos déboires sur la tête de M. Talon. Quand même, qui est venu seulement on ne parle pas. Qui est venu seulement il y a 3 ans. C'est pas de ça qu'on parle. Il ne s'agit pas d'apostropher le chef de l'État, pas du tout. Mais c'est une pratique, c'est une situation qu'on est en train
train de déplorer. Peut-être qu'il n'a pas connaissance de cet aspect de la chose. Je suis d'accord, mais comprenez... Mais la suppression, ça va causer des le cas spécifique aux retraités, les fonctionnaires. Au lieu d'aller directement à la suppression, qui, comme vous le voyez, vient de coûter la vie à quelqu'un. Et déjà, c'est parce que nous avons connaissance de ce cas-là. Il y a de nombreux cas, par contre, qu'on ne sait pas. Alors, si au lieu d'aller systématiquement à la suppression de la prise en charge, on investiguait au tréfonds du dossier prise en charge, pour identifier les personnes délicates, elle est punie. Encore une parce fois, que ça ne rend plus service au grand monde. Encore une fois, je ne connais pas spécifiquement le dossier, mais je fais foi à ce qu'il a dit. Non, mais le dossier des prises en charge. Oui, la prise en charge, les prises en charge, je me dis, il doit y avoir une procédure. Et si les procédures ont été respectées, d'accord, je ne crois pas, je ne vois pas pourquoi on va pouvoir en refuser à des citoyens béninois qui remplissent les conditions. La raison évoquée, la principale raison évoquée, c'est que l'État doit justement à ces hôpitaux-là. Parce que quand les hôpitaux prennent les prises en charge, il y a une compensation qui se fait. Mais depuis des années, ça n'a pas été réglé. Donc pour l'instant, on a stoppé ça de façon momentanée. Et justement, les pensionnaires, les retraités surtout, mais qui ne gagnent même rien du tout, c'est ceux-là qui gagnent le tiers de leur salaire pendant qu'ils étaient en activité. Dans tous les cas, je suppose que c'est vrai. Et vous pouvez quand même être d'accord avec moi que si les les voix autorisées étaient informées de cette situation-là, elles ne pourront pas prendre le risque de laisser perdurer. Donc je suppose que c'est vrai. Et donc maintenant que l'information est dehors, les investigations... L'information est dehors depuis, ce n'est pas maintenant qu'elle est sortie. Oui, dans tous les cas, moi je viens d'en être informé. Donc je suppose que les autorités compétentes sont déjà informées et qu'elles prendront les décisions idoines par rapport à ça. Mais dans tous les cas, il faut comprendre que vous avez eu 10 ans de M. Kérékou, 10 ans de M. Yahibouni, tout ça, 20 ans de pratiques qui nous ont habitués à un certain nombre de comportements auxquels il nous est demandé de mettre fin, auxquels on est en train de mettre fin. Et ça ne peut pas plaire, ça ne peut pas être de gaieté de cœur. Donc moi je comprends ça. Dans tous les cas, sur les travaux qui sont annoncés, je pense qu'il faut permettre, n'est-ce pas, au chef de l'État d'implémenter les réformes qu'il a annoncées. Parce qu'il a été élu. Et c'est sur ces réformes-là, il a dit qu'il avait dit. Oui, mais personne n'est contre ces réformes. Non, mais dès qu'il annonce, vous allez en grève. C'est ce qui se passe dans le milieu sanitaire. Et il dit, je veux essayer le principe. C'est nous qui allons en grève. Non, enfin, je dis vous, là vous portez sur le plateau. Nous sommes des journalistes. Nous ne faisons que relayer les questions au bout des lèvres des populations. Préoccupations. C'est pas nous, hein. Sur ce plateau, je constate que vous portez les voix de la population, ce qui est normal. Et donc c'est pourquoi je dis, lorsque le monsieur a été élu, il n'a pas fait un coup d'État, il a été élu sur la base de ce qu'il a annoncé un certain nombre de réformes. Il vient, permettez-lui d'essayer. Mais dès qu'il annonce, on va en grève. Sur le secteur de la grève de la santé, est-ce que vous avez idée du nombre de nos compatriotes qui ont péri, qui ont perdu la vie à cause de cette grève? Oui, mais finalement, le chef de l'État les a reçus, ils se sont entendus. Il n'y a plus de grève. Pendant ce temps, il n'y a plus de grève. Je pense qu'il faut que nous apprenions à faire les grèves autrement. Moi, je pense que nous sommes tous ce pays, nous devons le construire ensemble. Il ne faut pas qu'on se braque les uns contre les autres en laissant mourir des compatriotes. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes décédées au cours de cette période où on a organisé des grèves parfois sans service minimum. Ça ne fait pas sérieux parce que celui que vous avez élu dit qu'il entend implémenter des actions qu'il n'a même pas encore entreprises pour que vous puissiez apprécier les caractères négatifs ou pas. Il annonce et vous allez en grève. Ça, je pense qu'il faut qu'on Parlons maintenant de l'hôpital universitaire d'Abouin-Calavi qui est en construction ou qui sera lancé. Oui. C'est important ou pas? Je pense que c'est déterminant. C'est important parce que nos populations ont besoin d'être soignées. Et ça... la dernière fois, je vous raconte une petite histoire que j'ai vécue personnellement. J'étais dans un centre de santé et un monsieur qui est dans la même file que moi manquait de 600 francs CFA pour acheter un médicament, n'est-ce pas, à son enfant. Et de guerre-là, il a dû dire à son interlocuteur, vous pouvez laisser tomber ce médicament-là. Et la dame lui dit, mais non, ce médicament est déterminant pour l'efficacité du traitement. J'étais derrière lui et je l'écoutais. Donc, vous ne pouvez pas comprendre que nos compatriotes peuvent perdre la vie ou perdre des proches pour des montants dérisoires de ce genre. Donc,
je me suis offert à ce compatriote, bon, servez-le le médicament, moi je le complète le montant. Voyez-vous, c'est pour dire que la question médicale, n'est-ce pas, elle est préoccupante. Et donc, toutes les fois qu'il y a des mesures de nature à faciliter, n'est-ce pas, la vie à nos compatriotes, je pense que nous avons intérêt à accompagner en attirant l'attention sur les aspects qui pourraient conduire peut-être à l'échec et tout, plutôt que tout de suite de se braquer. Donc cet hôpital, effectivement, je pense qu'il va jouer un grand rôle. Je ne vais pas violer un secret en disant que au temps de M. Yahi, il y avait un grand hôpital, il y avait un projet de construction d'un hôpital régional.